La pierre de Rosette est l'un des objets archéologiques les plus célèbres au monde. Il s'agit d'un fragment d'une plus grande stèle en grenodiorite noir, mesurant environ 114 cm de hauteur, 72 cm de large et 28 cm d'épaisseur. Elle pèse environ 760 kg. Elle a été inscrite en l'an 296 avant Jésus-Christ. Elle a été découverte par tous les critères du récit historique cumulatif le 15 juillet 1799 par un officier de l'armée française nommé Pierre-François Bouzard, travaillant sur la construction d'une fortification près de la ville égyptienne de Rachid, connue sous le nom de Rosette par les forces expéditionnaires françaises durant la campagne militaire de Napoléon Bonaparte en Égypte. La pierre présente 3 inscriptions distinctes de ce qui est, dans le cadre populaire des 2 derniers siècles, essentiellement le même texte. Le registre supérieur est en hiéroglyphe égyptien, le script sacré du sacerdoce du temple. Le registre du milieu est en démotique, le script administratif quotidien de l'Égypte tardive. Le registre inférieur est en grec ancien, la langue officielle de la cour régnante des Tomiques. Pendant 204 ans, le dossier académique cumulatif a traité le déchiffrement de la pierre, réalisé par le savant français Jean-François Champollion en 1822. S'appuyant sur le travail philologique fondamental du polymathe anglais Thomas Young, il a été considéré comme l'une des questions les plus résolues dans le domaine moderne de la philologie classique. C'est, selon tous les critères du cadre populaire des 2 derniers siècles, le moment fondateur de la discipline moderne de l'égyptologie. Ce qui reste à la surface réelle de la pierre, lorsqu'il est lu avec les outils analytiques que le XIXe siècle n'était pas en mesure d'appliquer, est la partie de l'histoire qui n'a jamais été couverte. Au cours des dernières années, plusieurs initiatives de recherche accréditées, y compris des programmes de linguistique computationnelle dans des universités occidentales majeures, le projet Google Arts et Culture, F-Britus, lancé en collaboration avec le Centre australien d'égyptologie en 2020, et l'application plus large de l'architecture des grands modèles de langage au corpus textuel ancien cumulatif, ont systématiquement appliqué des méthodologies modernes d'intelligence artificielle aux scripts hiéroglyphiques et démotiques égyptiens. Le travail est réel. La méthodologie est évaluée par des pairs. Les chercheurs sont nommés. L'analyse computationnelle cumulative des 3 scripts à la surface de la pierre, la reconnaissance de motifs comparatifs entre les registres hiéroglyphiques, démotiques et grecs, appliqués en référence au corpus textuel de l'ère thomique, a maintenant commencé à produire des résultats spécifiques qui, selon tous les critères du cadre établi par Champollion, ne permettaient pas de construire la compréhension populaire de la pierre vieille de 2 siècles. La pierre est réelle. Le déchiffrement est réel. Ce que le travail cumulatif de l'intelligence artificielle a maintenant placé devant le domaine en ce qui concerne le contenu spécifique de l'un des textes anciens les plus soigneusement étudiés dans tout le registre archéologique occidental est la partie de l'histoire que, selon tous les critères de l'engagement académique actuel documenté, le cadre populaire des 2 derniers siècles n'est plus adéquat pour contenir entièrement. Pour comprendre ce que l'analyse de l'intelligence artificielle a révélé, et pourquoi ces résultats importent pour notre compréhension de l'un des objets les plus célèbres dans n'importe quel musée sur Terre, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement la pierre de Rosette, ce qu'elle dit réellement, et pourquoi le récit populaire de son déchiffrement a toujours été une simplification d'une réalité beaucoup plus complexe. La pierre de Rosette n'est pas un texte aléatoire, c'est un document politique. Plus précisément, il s'agit d'un décret sacerdotal, une proclamation formelle émise par un sénat de prêtres égyptiens assemblé à Memphis en l'an 296 avant Jésus-Christ pour honorer le roi régnant Ptolémée V Épiphane à l'occasion du premier anniversaire de son couronnement. Le décret est de la propagande. Il a été commandé par une dynastie étrangère, tentant de légitimer son règne sur une population conquise. La dynastie ptolémaïque avait contrôlé l'Égypte depuis 305 avant Jésus-Christ, lorsque Ptolémée Soter, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, a revendiqué le royaume suite à la mort d'Alexandre et à la fragmentation de son empire. Les Ptolémées étaient des Grecs macédoniens. Ils ne parlaient pas égyptien. Ils ne vénéraient pas les dieux égyptiens, du moins pas au début. Ils régnaient sur l'Égypte en tant qu'élite étrangère.
administrant un royaume dont la population parlait une langue différente, pratiquait des religions différentes et maintenait des traditions culturelles remontant à 3000 ans. Le défi auquel chaque souverain ptolémaïque faisait face était la légitimité. Comment convaincre une population conquise que vous avez le droit de la gouverner? Les Ptolémées ont résolu ce problème par une assimilation stratégique. Ils ont adopté des pratiques religieuses égyptiennes, ou du moins leur apparence. Ils ont construit des temples dans le style égyptien. Ils se sont présentés dans des contextes égyptiens comme des pharaons, des rois divins dans la tradition qui remontait aux premières dynasties. Ils ont cultivé le sacerdoce égyptien comme des alliés, accordant au temple des privilèges économiques en échange d'un soutien religieux. Le décret de Memphis, le texte inscrit sur la pierre de Rosette, est le produit de cet arrangement politique. Les prêtres assemblés à Memphis ont proclamé Ptolémée V comme un dieu. Ils ont énuméré ses vertus. Ils ont dressé la liste des bienfaits qu'il avait accordés au temple. Ils ont décrété que sa statue devait être placée dans chaque temple d'Égypte, que des festivals devaient être célébrés en son honneur et que son culte devait être maintenu en perpétuité. C'était en essence un contrat. Le sacerdoce offrait une légitimité divine. Le roi offrait un soutien économique et politique. Le décret a été inscrit sur pierre et érigé dans des temples à travers l'Égypte afin que l'arrangement soit visible, permanent et public. Les 3 scripts s'adressaient à 3 publics. Le texte hiéroglyphique était destiné aux dieux et au sacerdoce du temple qui maintenaient les traditions sacrées. Les hiéroglyphes étaient le script de l'éternité, le système d'écriture utilisé pour les monuments, les tombes et les textes religieux pendant plus de 3000 ans. D'ici 1960 avant Jésus-Christ, la littératie hiéroglyphique était limitée à une petite classe de prêtres formés. La population générale ne pouvait pas la lire, mais les dieux pouvaient, ou du moins, c'est ce que soutenait le cadre religieux. Les inscriptions hiéroglyphiques n'étaient pas principalement destinées aux lecteurs humains. Elles avaient pour but de rendre les déclarations permanentes, sacrées, inviolables. Le texte démotique était destiné à la population égyptienne lettrée. Le démotique était le script quotidien de l'Égypte tardive, utilisé pour les contrats, les lettres, les documents administratifs et la littérature. Il avait évolué à partir de scripts égyptiens antérieurs au fil des siècles, devenant de plus en plus cursif et abrégé. À l'époque TMIC, le démotique était le script effectivement utilisé par les Égyptiens éduqués. Si vous vouliez que les Égyptiens lisent votre décret, vous l'écriviez en démotique. Le texte grec était destiné à l'élite dirigeante. Le grec était la langue de la cour, de l'armée, de l'administration. C'était la langue du pouvoir. La communauté grecque en Égypte était petite mais dominante, une population coloniale qui contrôlait les mécanismes du gouvernement. La version grecque du décret était pour eux. Les 3 versions n'étaient pas des traductions identiques. C'est le premier point où le récit populaire diverge de la réalité savante. L'expression « le même texte en 3 scripts » est une simplification utile pour expliquer l'importance de la pierre au grand public. Ce n'est pas selon les normes d'une analyse philologique rigoureuse, précis. Les 3 versions disent approximativement la même chose. Elles transmettent le même contenu général, mais elles ne sont pas des traductions mot pour mot. Ce sont des adaptations. Chaque version a été ajustée pour son public cible. Chaque version met l'accent sur différents aspects du décret, chacune utilisant les conventions rhétoriques appropriées à son contexte linguistique et culturel. Les égyptologues le savent depuis plus d'1 siècle. Les différences entre les versions ont été cataloguées, analysées et débattues dans la littérature savante depuis le XIXe siècle. Mais le cadre populaire, le même texte en 3 langues, a persisté car il capte l'utilité essentielle de la pierre pour les objectifs de déchiffrement. Si les textes sont approximativement parallèles, les savants pouvaient utiliser le grec qu'ils pouvaient déjà lire pour déchiffrer l'égyptien qu'ils ne pouvaient pas. C'est ce que Thomas Young a commencé et que Jean-François Champollion a complété. L'accomplissement de Champollion était authentique. Le 27 septembre 1822, il a présenté ses découvertes à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris, dans un document connu sous le nom de Lettres à Monsieur Dossier. Il a démontré que les hiéroglyphes n'étaient pas purement symboliques, pas une écriture picturale mystique où chaque image représentait une idée,
mais un script complexe incluant des éléments phonétiques. Les hiéroglyphes pouvaient épeler des sons. Les noms, en particulier, étaient écrits phonétiquement. Champollion a utilisé les cartouches royaux sur la pierre de Rosette et d'autres monuments pour identifier les valeurs phonétiques des signes hiéroglyphiques individuels. Une fois qu'il avait établi le principe phonétique, l'ensemble du script a commencé à s'ouvrir. Le déchiffrement était réel, la méthodologie était solide. La fondation que Champollion a établie a soutenu 2 siècles de recherche égyptologique. Ce que l'analyse de l'intelligence artificielle a révélé, ce n'est pas que Champollion avait tort. La compréhension populaire de ce que dit la pierre et de ce que signifient les différences entre ces 3 versions a été incomplète. Le projet Google Arts et Culture Fabricius, lancé en juillet 2020, représente l'une des premières applications à grande échelle de l'intelligence artificielle à la traduction hiéroglyphique. Développé en collaboration avec le Centre australien d'égyptologie de l'Université de Macquarie, Fabricius utilise l'apprentissage automatique formé sur des textes hiéroglyphiques existants pour assister à la traduction et rendre le système d'écriture plus accessible aux non-spécialistes. Camilla Debba-Dyson, alors à l'université de Macquarie, a été la principale collaboratrice égyptologique sur le projet. L'outil n'est pas destiné à remplacer les chercheurs humains. Il est conçu pour accélérer la recherche afin d'identifier des motifs, de suggérer des traductions et de signaler des anomalies que les chercheurs humains peuvent ensuite examiner. Le projet DeepMind Ithaka, publié dans Nature en mars 2022, a adopté une approche différente. Développé par Giannis Asil, Thea Summerfield et leurs collègues, Ithaka a été initialement conçu pour des textes grecs anciens, spécifiquement pour restaurer des inscriptions endommagées et attribuer des textes à leurs origines géographiques et temporelles. La méthodologie utilise des réseaux neuronaux profonds formés sur de grands corpus de textes anciens pour prédire des caractères manquants, identifier des motifs linguistiques et dater des inscriptions sur la base de caractéristiques stylistiques. L'approche a depuis été étendue à d'autres scripts anciens. Les implications pour la pierre de Rosette sont significatives. Lorsque vous formez un système d'intelligence artificielle sur des milliers de textes anciens, pas seulement une pierre, mais l'ensemble du corpus survivant d'une langue, le système peut identifier des motifs que des chercheurs humains travaillant sur des textes individuels pourraient ne jamais percevoir. Il peut détecter des différences stylistiques subtiles, il peut signaler des choix de mots inhabituels, il peut comparer comment les mêmes concepts sont exprimés à travers différents documents, différentes périodes, différents contextes. Appliqué à la pierre de Rosette et à ses textes parallèles, le décret de Canopus de 238 avant Jésus-Christ, le décret de Raphia de 217 avant Jésus-Christ et les autres décrets synodaux survivants de la période TMIC, l'analyse de l'intelligence artificielle a commencé à révéler des différences systématiques entre les versions égyptiennes et grecques qui vont au-delà de la simple variation de traduction. Les différences sont politiques. Les versions grecques des décrets TMIC mettent l'accent sur des thèmes qui résonneraient avec un public grec. Elles présentent le roi en des termes familiers à la philosophie politique grecque comme un bienfaiteur, un protecteur, un garant de l'ordre. Les versions égyptiennes mettent en avant des thèmes différents. Ils présentent le roi dans des termes familiers, issus de la tradition pharaonique, comme un être divin, un médiateur entre les ordres humains et cosmiques, un soutien à la Mayat, le concept égyptien d'équilibre et de justice cosmique. Les 2 cadres ne sont pas contradictoires, mais ils sont différents. Ils révèlent une opération de propagande sophistiquée, un effort délibéré pour présenter le même souverain sous différents aspects à différents publics. Les prêtres qui ont rédigé ces décrets comprenaient leurs auditoires. Ils savaient ce que les colonisateurs grecs voulaient entendre. Ils savaient ce que les croyants égyptiens voulaient entendre. Ils ont élaboré des textes qui satisferaient les 2. L'analyse par intelligence artificielle a rendu ces différences quantifiables. Plutôt que de se fier aux interprétations individuelles des passages, la linguistique computationnelle peut comparer systématiquement le choix des mots, l'accentuation et la structure rhétorique à travers l'ensemble du corpus des décrets tomiques. Les motifs qui émergent sont cohérents. Les versions égyptiennes mettent systématiquement l'accent sur des thèmes religieux et cosmiques. Les versions grecques mettent systématiquement l'accent sur des thèmes politiques et de bienfaisance.
Les différences ne sont pas des variations aléatoires introduites par des traducteurs individuels. Ce sont des adaptations systématiques reflétant une stratégie de propagande cohérente. La version démotique de la pierre de Rosette a reçu une attention particulière de la part des linguistes computationnels. Le démotique a historiquement été le moins étudié des 3 scripts. Le démotique a attiré moins d'attention que les autres. Les hiéroglyphes ont attiré l'attention des chercheurs en raison de leur drame visuel et de leur association avec l'architecture monumentale. Le drame visuel les a rendus proéminents. Le grec a attiré l'attention parce que les érudits classiques pouvaient déjà le lire. La formation classique signifiait que le grec était immédiatement accessible. Le démotique se situait entre les deux, ni aussi frappant visuellement que les hiéroglyphes, ni aussi immédiatement accessible que le grec. Il occupait une position intermédiaire dans les priorités académiques. Le résultat est que les études démotiques ont été sous-financées par rapport aux études hiéroglyphiques. Le domaine a été sous-financé pendant de nombreuses années. Le corpus des textes démotiques publiés est plus petit. Le corpus est limité. Les dictionnaires et les grammaires sont moins complets. Ils ne sont pas aussi complets que leurs homologues hiéroglyphiques. L'infrastructure académique est moins développée. L'infrastructure de soutien a pris du retard. Marc De Pauwa, à Culhuven, a été parmi les chercheurs travaillant à remédier à ce déséquilibre. Marc De Pauwa a contribué à diriger cet effort. Son travail sur les textes démotiques a contribué au corpus numérique croissant que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent désormais analyser. Ces efforts ont élargi les ressources numériques disponibles pour les chercheurs. Lorsque des outils d'intelligence artificielle sont appliqués à la version démotique de la pierre de Rosette, en la comparant systématiquement aux versions hiéroglyphiques et grecques, ainsi qu'au corpus plus large de textes administratifs et littéraires démotiques, des motifs émergent que les recherches antérieures n'avaient pas pleinement caractérisés. De nouveaux motifs apparaissent lorsque les textes sont analysés à grande échelle. La version démotique n'est pas simplement une représentation cursive du texte hiéroglyphique. Ce n'est pas juste une variante d'écriture. C'est une composition indépendante, rédigée selon les conventions rhétoriques de l'écriture administrative démotique. C'est une œuvre indépendante. Elle comprend des phrases et des formulations qui apparaissent dans d'autres documents démotiques, mais pas dans les parallèles hiéroglyphiques. Ces phrases la lient à une pratique démotique plus large. Elles reflètent le registre linguistique des scribes égyptiens éduqués plutôt que des prêtres de temple. Le registre convient aux scribes travaillant dans des contextes administratifs. Les 3 versions du décret de Memphis n'ont pas été produites par un seul auteur traduisant un seul original en 3 scripts. Ce ne sont pas des traductions littérales. Elles ont été produites par des spécialistes de chaque script travaillant à partir d'un plan commun mais composant selon les conventions de leurs traditions respectives. Les spécialistes ont adapté le langage pour leurs auditoires. La pierre n'est pas une traduction. Ce n'est pas un rendu direct d'un texte original. Ce sont 3 compositions parallèles. Des compositions parallèles conçues pour servir différents lecteurs. Cette distinction est importante car elle change notre compréhension du but du document. Cette distinction modifie notre interprétation. Une traduction implique un original unique et des copies dérivées. Une traduction suggère un texte source. Les compositions parallèles impliquent un message coordonné, une campagne de propagande dans laquelle différents spécialistes ont élaboré différentes versions pour différents publics, toutes servant les mêmes objectifs politiques. Un message coordonné est une manière plus précise de le penser. L'État atomique était sophistiqué. L'administration comprenait la nécessité d'une communication ciblée. Elle comprenait que la légitimité nécessitait des arguments différents pour différentes constituencies. La légitimité dépendait d'appels adaptés. Elle employait des scribes maîtrisant plusieurs traditions linguistiques et culturelles. L'État s'appuyait sur des scribes culturellement et linguistiquement polyvalents. Ils produisaient des documents capables de parler aux Grecs en tant que Grecs et aux Égyptiens en tant qu'Égyptiens. Les textes étaient destinés à s'adresser à des publics distincts. La pierre de Rosette est la preuve de cette sophistication. La pierre est une preuve claire d'un art de gouvernance multilingue délibéré. Le British Museum, qui détient la pierre depuis 1802, a contribué à l'analyse en cours grâce à son programme d'imagerie multispectrale. L'imagerie multispectrale utilise la lumière à différentes longueurs d'onde pour révéler des caractéristiques invisibles à l'œil nu.
Des détails de surface qui se sont usés au cours de 2 millénaires peuvent parfois être récupérés. Des traces de peinture peuvent être détectées, car la pierre était à l'origine peinte avec les inscriptions mises en valeur en couleur. Les motifs de dommages peuvent être analysés pour comprendre l'histoire de la pierre. Ella Regulski, conservatrice de la culture écrite égyptienne au British Museum, a supervisé certains aspects de ce travail. Lire le passé représente le cadre académique plus large du musée pour s'engager avec les textes anciens. L'analyse multispectrale a révélé que la surface de la pierre est plus endommagée que ne le suggère une observation casuale. Des portions des 3 textes sont manquantes ou illisibles. La section hiéroglyphique, en haut de la pierre, est la plus fragmentaire. Seules 14 lignes subsistent de ce qui était à l'origine un texte plus long. La section démotique est plus complète, mais montre encore des signes d'usure significatifs. La section grecque est la plus intacte, ce qui explique en partie pourquoi elle a servi de clé principale pour le déchiffrement. L'analyse par intelligence artificielle des parties endommagées a suggéré des reconstructions possibles, en comparant le texte survivant à des passages parallèles dans les décrets de Canopus et de Raphia qui contiennent un langage similaire. Les systèmes d'apprentissage automatique peuvent prédire ce que les portions manquantes disaient probablement. Les prédictions sont probabilistes, non certaines, mais elles fournissent des hypothèses que les chercheurs humains peuvent évaluer. Richard Parkinson, l'égyptologue d'Oxford, qui a été conservateur au British Museum et qui a rédigé l'introduction académique définitive à la pierre de Rosette en 2005, a abordé les implications de l'analyse computationnelle pour comprendre le contexte de la pierre. Son travail souligne que la pierre doit être comprise non pas comme un objet isolé, mais comme partie d'une tradition textuelle plus large. Les décrets synodaux que les prêtres thomiques ont émis à plusieurs reprises pendant plus d'un siècle. Le décret de Canopus de 238 avant Jésus-Christ honorait Thomie III. Le décret de Raphia de 217 avant Jésus-Christ commémorait la victoire de Thami IV sur l'Empire séleucide. Le décret de Memphis de 296 avant Jésus-Christ honorait Thomie V Épiphane. D'autres décrets de règne ultérieur subsistent sous forme fragmentaire. Lorsque les systèmes d'intelligence artificielle analysent ces textes ensemble, les considérant comme un corpus plutôt que comme des documents isolés, des motifs émergent sur la manière dont le clergé a négocié avec l'État thomique. Au fil du temps, le langage des décrets a évolué. Les avantages accordés au temple ont changé. Les stratégies rhétoriques se sont déplacées à mesure que la situation politique évoluait. Le décret de Memphis, en particulier, reflète un moment de crise. Thomie V est monté sur le trône enfant, après la mort de ses 2 parents. Son règne précoce a été marqué par des révoltes égyptiennes, des invasions étrangères et une instabilité politique. Le décret de Memphis faisait partie d'un effort pour stabiliser le régime afin de sécuriser le soutien des prêtres durant une période d'incertitude. L'analyse par intelligence artificielle du choix des mots et de l'accentuation révèle comment le langage des décrets reflète ce contexte. Les avantages accordés au temple sont exceptionnellement étendus. La louange du jeune roi est exceptionnellement emphatique. Les assertions de faveur divine sont exceptionnellement insistantes. Le texte proteste trop. Il révèle par son intensité même l'anxiété sous-jacente à la propagande. L'analyse computationnelle ne peut pas nous dire ce que la cour thomique pensait, mais elle peut identifier des motifs dans le texte qui reflètent les pressions politiques auxquelles la cour était confrontée. Elle peut quantifier les manières dont le décret de Memphis diffère des décrets antérieurs et postérieurs. Elle peut situer la pierre dans son moment historique, avec une précision que les méthodes philologiques traditionnelles n'ont pas pu atteindre. Les implications vont au-delà de la pierre de Rosette elle-même. Les méthodologies développées pour l'analyse des textes anciens incluent des réseaux neuronaux, des algorithmes de reconnaissance de motifs et de grands modèles linguistiques formés sur des corpus classiques. Ces méthodologies sont applicables à l'ensemble du domaine des études anciennes. Les inscriptions endommagées peuvent être reconstruites, des textes anonymes peuvent être attribués. Le changement linguistique au fil du temps peut être suivi avec une précision sans précédent. Les contrefaçons peuvent être détectées en identifiant des choix de mots anachroniques ou des caractéristiques stylistiques. Le domaine des humanités numériques transforme la manière dont les chercheurs s'engagent avec les textes anciens.
La pierre de Rosette, en tant que l'un des documents anciens les plus célèbres et les plus étudiés, sert de cas d'essai pour ces nouvelles méthodologies. Si l'intelligence artificielle peut révéler de nouvelles perspectives sur un texte qui a été analysé pendant 2 siècles par des générations de chercheurs, que pourrait-elle révéler sur des textes moins étudiés? Que pourrait-elle trouver dans les milliers de papyrus non publiés se trouvant dans les réserves des musées? Quel motif pourrait émerger de l'analyse systématique de l'ensemble du corpus survivant de la littérature égyptienne ancienne? Les possibilités sont considérables. Les outils se développent rapidement. La prochaine génération d'égyptologues travaillera avec des ressources que Champollion n'aurait pas pu imaginer. La pierre de Rosette reste ce qu'elle a toujours été. Un fragment de propagande ancienne, une clé d'un langage perdu, un symbole d'accomplissement académique. Mais le récit populaire selon lequel le même texte apparaissait dans 3 écritures, qu'il était la clé qui déverrouillait les hiéroglyphes et que le mystère a été résolu en 1822, cède la place à une compréhension plus nuancée. Les 3 textes ne sont pas identiques. Ce sont des compositions parallèles, servant les stratégies de propagande coordonnées. Le déchiffrement n'a pas été un moment unique de révélation. C'était un processus qui a commencé avec Young, s'est poursuivi avec Champollion et s'étend jusqu'à présent, alors que les outils computationnels révèlent des nuances que les méthodes antérieures n'ont pas pu détecter. Le mystère n'a pas été résolu en 1822. Les fondations ont été posées en 1822. Le travail continue. L'analyse par intelligence artificielle n'a pas renversé le déchiffrement de Champollion. Elle l'a étendu. Elle a révélé la pierre non pas comme une simple traduction, mais comme un document politique sophistiqué. Une fenêtre sur la manière dont une dynastie étrangère a négocié sa légitimité avec une population conquise. Elle a montré que les 3 versions du décret de Memphis ont été élaborées par différents spécialistes pour différents publics. Chaque version mettant en avant des thèmes calculés pour résonner avec ses lecteurs ciblés. Elle a démontré que le texte démotique, longtemps éclipsé par les versions hiéroglyphiques et grecques, contient des caractéristiques rhétoriques qui récompensent une analyse soigneuse. Il a placé la pierre dans son contexte approprié, non pas comme un miracle isolé de préservation, mais comme un document parmi tant d'autres dans une tradition de décrets sacerdotaux qui révèle l'évolution de la relation entre l'État et les institutions religieuses égyptiennes. La pierre est plus intéressante, et non moins, lorsqu'elle est comprise dans ce contexte plus large. La propagande est plus sophistiquée, la politique est plus complexe. L'accomplissement des prêtres qui ont rédigé le décret et des chercheurs qui l'ont déchiffré est plus impressionnant lorsque l'on considère l'ampleur de ce qu'ils ont réalisé. La pierre de Rosette n'est pas un puzzle résolu à archiver, c'est un document vivant qui continue de fournir des aperçus à mesure que de nouvelles méthodes sont appliquées. L'analyse par intelligence artificielle n'est pas la fin de l'histoire, c'est le dernier chapitre. Champollion a ouvert la porte en 1822. 2 siècles de chercheurs y ont passé. Les linguistes computationnels du XXIe siècle explorent des salles que les générations précédentes ne savaient pas qu'elles existaient. Ce travail est computationnel de manière que Champollion n'aurait pu imaginer. La pierre se trouve au British Museum comme elle l'est depuis 1802. Des millions de visiteurs la voient chaque année. La plupart d'entre eux connaissent la version simple de l'histoire, la clé qui a déverrouillé les hiéroglyphes. Le même texte en 3 écritures, le mystère résolu il y a 2 siècles. La version populaire est simple mais incomplète. L'histoire plus complète est plus complexe. L'histoire plus complète est plus intéressante. L'histoire plus complète est ce que l'analyse par intelligence artificielle a commencé à révéler. Les 3 textes ne sont pas identiques. Ils ne l'ont jamais été. Ce sont des compositions parallèles, un message coordonné d'une opération de propagande sophistiquée. Ils révèlent une dynastie étrangère négociant avec un clergé conquis. Ils révèlent l'échange de pouvoir. Ils révèlent les termes d'un ancien accord, légitimité en échange de soutien. Ils révèlent, lorsqu'ils sont lus avec les outils que le XXIe siècle a développés, plus que ce que Champollion aurait pu extraire, et plus que la narration populaire n'a pu transmettre. La traduction n'était pas erronée, mais elle n'était pas complète. Elle n'a jamais été complète. La pierre a encore des secrets à révéler. L'intelligence artificielle aide à les trouver.
Et ce qu'elle découvre n'est pas que l'ancienne compréhension était fausse, mais que l'ancienne compréhension était le début d'une conversation qui continue jusqu'à ce jour. La pierre de Rosette s'adressait au monde antique en 3 voix. Elle parle encore. Nous apprenons encore à écouter.